Et je pense que l'engagement qui était un des piliers était intéressant parce que donc tout le monde fait des enquêtes ou des surveys tous les ans. On dit bon, les employés, alors vous n'êtes pas engagés, dites-nous qu'est-ce qui va pas. Donc les gens disent ce qu'ils vont pas, et puis alors on prend vraiment le temps à faire un joli PowerPoint dessus en disant voilà, on vous a écouté, d'accord. Et qu'est-ce qui va changer? Ah bah ça on sait pas. Bon. Et en fait tu te rends compte là que les gens ne sont pas forcément engagés au travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis dans des boîtes dès le début. Hive, par exemple, il y a un petit peu d'intelligence artificielle et beaucoup d'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'un des trucs qui marche très bien, et on le voit tout le temps, c'est la machine va prédire quelque chose en disant tiens, on pense que ces gens-là savent. Ok, fine. Et ensuite, on regarde et il y a un poids beaucoup plus élevé sur ah mais attends, et moi je sais qui. Et on partage. Et donc il y a cette habilité très simple de dire je sais qui a la réponse de ce truc-là. Et là, tu réponds. Là, il y a un filtre qui est bien supérieur à toutes les IA en disant bah, Paul a cette réponse là-dessus. Ah bon? Ça, on l'a pas dans la base de données. Ah oui, mais c'est un peu plus grand que ça. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Vincent. Bonjour Paul. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, ouais, ça me fait très plaisir d'être là, très plaisir de t'accueillir dans notre bureau dans à les Auckland. Locaux de Hive, à Parnell, dans le quartier de Parnell à Auckland, super. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, m'expliquer qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et résumer rapidement ta carrière en 2 minutes. On va essayer. Ok, je peux faire ça. Donc je m'appelle Vincent Vuillard, je suis le CEO and co-founder of Hive by Futureworks Studio. Que j'ai lancé avec Johan Fair il y a 5 ans maintenant. Je suis aussi récemment le Chief Transformation Officer de KiwiRail, qui est donc la SNCF néo-zélandaise. Avec une grosse transformation, un gros agenda dont on parlera un petit peu. Ouais. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'ai quitté la France. Avant ça, j'étais officier de marine, donc école navale. Et puis, au bout d'un moment, ma femme m'a dit tiens, l'Australie, ça serait intéressant qu'on y aille. Donc, on a décidé de partir. J'ai fait mon MBA là-bas. Ensuite, j'ai travaillé pour McKinsey & Company de nombreuses années sur des grosses transformations, donc très intéressant en Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis, donc très 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 formateur, on va dire, surtout pour la transition. Et puis ensuite, j'ai rejoint Fonterra, qui est donc la plus grosse entreprise néo-zélandaise, mais aussi un des plus gros producteurs de lait et distributeurs de lait au monde, comme directeur stratégique, donc pour tout ce qui est futur du travail, quelles sont les compétences dont on a besoin, comment est-ce qu'il faut qu'on travaille, donc très aligné avec ce podcast aussi. Et puis j'ai fait ça, et après Futureworks Studio, on s'est dit est-ce qu'on peut faire ça pour plus d'entreprises à une plus grande échelle, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Super. C'était 2 minutes. C'est parfait, on y est. Les 2 minutes sont tenues. On va y revenir justement à ta carrière, l'élaboration de ta carrière entre le switch de la marine au monde du conseil, puis après au monde corporate jusqu'à l'entrepreneuriat. Pour commencer, tu dis que vous avez choisi de partir vous expatrier avec ta femme en Australie. Oui, c'est ça, à Melbourne. Quelle est l'histoire de son expatriation? Pourquoi est-ce que tu te dis après ces 10 ans passés dans la marine et pourquoi vous vous dites ensemble on va partir vivre en Australie, et pourquoi l'Australie? C'était vraiment pour elle en fait. Moi j'avais toujours un petit peu cette idée de la marine, je dirais une expérience extraordinaire, beaucoup de gens extraordinaires là-dedans, ça te forme vraiment bien, mais il y avait toujours cette idée de dire tiens on va faire une quinzaine d'années, donc là j'avais encore quelques trucs à faire et ça a pris un petit peu de temps à repartir, mais si tu veux c'était un truc commun en disant ma femme avait cette opportunité extraordinaire de faire son doctorat dans the area, son domaine, dans la niche, dans son domaine. Et je me suis dit tiens c'est une opportunité extraordinaire pour elle de faire ça pendant 3 ans. On fait ça pendant 3 ans et puis on va revenir. Bon, on n'est pas revenu, mais donc c'était un peu ça qui a lancé. Et puis moi, c'était vraiment de me dire tiens, je vais partir, je vais quitter l'institution plus tôt que prévu
qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un, même dans la marine, j'ai changé beaucoup de jobs, on va dire, à l'intérieur, plus on va dire que la moyenne, parce que je suis toujours intéressé sur les challenges. Qu'est-ce qu'il y a qui peut-être, a priori, n'a pas l'air très intéressant, mais c'est un problème, donc allons le résoudre. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie civile, que je connaissais pas du tout, Ouais. qui peut être intéressant? Et dans un pays que je connaissais pas non plus. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader, justement, après avoir vu le monde de la marine, le monde du conseil, puis le corporate et l'entrepreneuriat? Quelle est ta définition du leadership aujourd'hui? Je pense qu'un leader aujourd'hui, c'est bon, déjà, je pense que c'est plus compliqué qu'il y a une vingtaine d'années. Je pense que les choses évoluent tellement vite que un leader aujourd'hui, c'est pas forcément quelqu'un qui a la réponse que les gens vont poser, ou qui a toutes les réponses. Je pense que c'est plutôt un guide. C'est quelqu'un qui prend des décisions, et c'est quelqu'un qui crée une atmosphère où les équipes ont envie de se dépasser. Parce que ils l'ont décidé eux-mêmes, les équipes. Et donc ça, c'est vraiment une combinaison qui est assez complexe, je dirais, qui demande beaucoup d'expérience, qui demande d'avoir un peu vu beaucoup de choses qui marchent pas, des choses qui marchent. Mais c'est vraiment un guide pour moi. C'est quelqu'un qui dit voilà où on va aller. Je sais pas encore comment on va y aller, mais il faut qu'on y aille. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens avancent, et c'est vraiment, pour moi, c'est enlève les barrières. Tu vois, un bon leader, c'est un leader qui enlève les barrières devant les équipes pour faciliter le travail, et les gens se disent he or she has my back. C'est le plus important pour moi. Ouais, donc c'est déconstruire avant de construire pour justement élaborer une vision. Là, tu me donnes une définition du leadership. J'aimerais aller plus loin dans la partie culturelle, parce que être leader dans un pays, c'est pas être leader partout à travers le monde. Comment est-ce que tu as fait, toi, justement, pour t'adapter aux différentes cultures dans lesquelles tu as été amené à travailler, la culture australienne, néo-zélandaise, même tu parlais de McKinsey où tu as été sur des missions américaines, venant d'un bagage plutôt français et d'une institution française comme la Marine nationale. Comment tu t'es adapté à ces environnements culturels différents? Alors, bon, la première chose, je pense que j'ai eu la chance très tôt de partir en Angleterre, aux États-Unis, pendant les vacances scolaires. Et je me rappelle la première fois en Angleterre, je parlais, je pense que j'étais en 3e ou 4e, 3e, donc j'avais un anglais vraiment très scolaire, même pas très bon. Et j'étais en immersion totale dans une famille qui parlait pas un mot de français. Et donc ça, je pense que c'est le premier truc, où se dire maîtriser la langue. Et ça m'a aidé, bien évidemment, en arrivant en Australie. La langue était pas un problème. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Et vraiment, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vraiment de connecter au 2e, 3e niveau, tu vois, de vraiment comprendre la culture, c'est de comprendre la langue déjà. Et donc ça aide. 2, je pense que pour moi, la culture anglo-saxonne, elle est bien en adéquation avec mon leadership et avec la façon dont je travaille, qui est vraiment transparent, qui est basé sur du résultat. Et qui est assez rapide, je dirais, soit ça marche, soit ça marche pas. Et donc pour moi, j'ai trouvé une façon de travailler et un environnement qui était parfait pour moi. Et ça me rappelle énormément l'émission, par exemple, autant qu'on faisait dans la marine, où justement tu travailles en interallié, tout est en anglais. Et pareil, tu travailles avec des Américains, des Anglais, etc. C'est très clair, ça avance. Et ça, c'est ce qui m'a attiré dès le début sur des missions. Donc j'avais fait des missions même d'entraînement en Écosse, etc. Je me disais, tiens, ça c'est vraiment ce côté transparent, basé sur du résultat, ça me plaît. Ok. Et est-ce que tu notes justement, parce que c'est la culture anglo-saxonne dans tous les pays dans lesquels tu évoluais, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais quelles sont pour toi les différences et à quel moment tu as dû ajuster également ton mode de management, tu as dû t'adapter aux nuances culturelles, on va dire, parce que c'est des pays qui ont tous finalement la même langue, l'anglais, très différent, mais qui sont très différents. Tu parles de la langue peut-être, il y a aussi est-ce que tu peux expliquer ces niveaux de langue? Bien sûr. Et la complexité qu'il y a à rentrer dans une culture
par rapport justement à la langue, mais au-delà de simplement l'anglais, dire la compréhension de la langue avec la compréhension du second degré, des blagues, de tout ce qui est le non-verbal aussi. Alors, il y a deux choses. On va commencer par les niveaux de compréhension. Je pense que c'est vraiment une grille qui est assez importante à comprendre. Il y a je comprends l'anglais parce que je le comprends, j'écoute la radio, je regarde des films et je comprends à peu près ce qui se passe. Il y a je comprends très bien et je comprends les nuances, etc. Et ensuite, je comprends dans n'importe quel environnement. Tu vois. Et je pense que les blagues, par exemple, c'est un bon test de se dire est-ce que je peux faire rire en anglais et est-ce que je comprends les subtilités du langage. Et ça demande. Enfin, je dirais que c'est un peu un prerequisite pour arriver à pénétrer la culture. C'est-à-dire, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent oui, je parle anglais. Oui, je parle anglais, mais tu comprends pas bien l'anglais, etc. Et on le voit bien en français. En français, c'est une langue qui est très compliquée à comprendre. Et moi, je vois beaucoup d'étrangers qui me disent ouais, on essaie de comprendre l'anglais, le français. Mais pareil, il y a plusieurs couches. Alors nous, en France, il y a peut-être 5 couches, tu vois. Mais de comprendre les subtilités de langage, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est pas dit. Par exemple, en anglais, si quelqu'un te dit it's good, toi, tu vas comprendre littéralement, c'est bon, c'est bien. It's good, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça veut dire c'est bien, mais si quelqu'un dit non, it's good, tu peux être sûr que c'est pas bon ce que tu as fait. Tu vois. Et donc, si toi, tu te dis, elle m'a dit que c'était bon, je continue à avancer, ça marche. En français, c'est d'autres subtilités que une personne ne va pas forcément comprendre. Et donc ça, il y a ces mots-là. La deuxième facette, c'est les différents pays qui ont l'anglais comme langue sont différents. Donc, alors la Nouvelle-Zélande, c'était pas la première étape pour nous. L'Australie, très intéressant, mais très différent des États-Unis, quoique assez proche. Très différent du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Même si c'est la même langue, la culture n'est pas la même. En Australie, les gens sont beaucoup plus relax en général. Donc, ils travaillent beaucoup quand on travaille. Mais donc ils viennent tôt au travail, par exemple, ça commence 7, 8 heures, tout le monde est là. Ouais. Après un footing, tout le monde fait du sport le matin, évidemment. Mais par contre, à 5 heures, tout le monde est parti. Et donc ils disent, tiens, ils travaillent plus. Si, ils vont se reconnecter à 7, 8 heures. Mais il y a ce temps, on va passer en famille, on va faire d'autres choses, on va se déconnecter du travail. Et ensuite, on va sûrement, voilà, quand tu es plus senior, etc., on va sûrement revenir sur d'autres problématiques. Donc il y a ça. Mais il y a quand même un côté assez open, assez agressif en business, qui est assez le même qu'aux États-Unis, mais puissance 2. Aux États-Unis, c'est puissance 10. On va y venir. En Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus, je dirais, low-key. C'est-à-dire que les gens ne vont jamais dire « j'ai fait ça ». J'ai réussi ce truc-là, c'est moi. Non. C'est un truc d'équipe. On était tous ensemble. Moi, j'étais juste un parmi. Même si c'était le leader du truc, je suis parmi. Et ça pareil, c'est un côté qui m'a vraiment beaucoup attiré aussi. C'est plus la collectivité qui avance que l'individualité. Aux États-Unis, c'est vraiment l'inverse. Et donc, quand on a, par exemple, des missions aux États-Unis, etc., si aux États-Unis, tu arrives et tu dis, vous savez, moi, par exemple, est-ce que tu sais faire ça ? Oui, enfin, pas forcément plus que n'importe qui d'autre, ça marche pas du tout. Aux États-Unis, c'est oui, and I'm the best. Voilà. Et si tu dis ça en Nouvelle-Zélande, ça marche aussi pas du tout. Et donc, il y a beaucoup, ce qui est assez intéressant, qu'il y a beaucoup de leaders étrangers qui viennent ici et qui ont l'anglais comme langue maternelle et qui pensent qu'il faut appliquer le même modèle. Et ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que c'est un modèle et une grille de lecture qui est différente. Ok. Et on peut l'imaginer, un Belge qui vient en France et qui applique une méthode belge ne marchera pas, un Suisse qui en etc. Et donc, pourtant, c'est la même langue, on va dire, mais c'est pas tout à fait les mêmes façons de travailler. Ok, très clair. On a parlé un petit peu de ton expérience à travers les cultures anglophones, également de ta vision d'un leader et notamment basée sur ton expérience dans la marine. Après, tu l'as dit, tu as travaillé pour McKinsey, donc en consulting. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience chez McKinsey et en quoi ça a forgé ensuite ton mindset, on va dire, ta façon de réfléchir pour la suite des postes, ensuite en corporate ou même en entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu retiens vraiment de cette expérience? Je pense que j'ai vraiment eu énormément de chance d'avoir ces opportunités. Je pense de pouvoir développer mon leadership dans la marine. C'est très intéressant parce qu'il y a le côté mission. La mission est prioritaire.
On va pas questionner la mission, à moins que la mission soit illégale. Enfin, j'ai jamais vu ce cas. Mais on questionne pas la mission. Et on se dit, OK, la mission est là. Voilà les moyens dont je dispose. Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Donc, on brainstorm avec les équipes, etc. On travaille, on planifie, on commence, on part en mission, on part en exercice, etc. Et tout change. Évidemment, tout change. On a tout planifié, on a les what if, etc. Mais ça change. Et on s'adapte parce qu'il faut délivrer la mission. Rentrer à la base et se dire c'était difficile, il y avait trop de vent, le sous-marin n'était pas là, etc. C'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc ça, c'est le premier truc. Très important. Quand tu rentres dans le monde civil, rapidement, tu t'aperçois que c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que les gens disaient une mission. Premier truc, c'est elle vient de qui cette mission? Qu'est-ce que c'est cette mission? Deuxième truc, c'est elle est bien cette mission. Mais moi, j'ai pas les moyens. On n'a pas les moyens, on n'a pas assez d'argent, pas assez de temps, etc. Et donc, il y a tout ce débat. Très bien. Les gens commencent quand même à mettre en place. Et puis ensuite, il y a comment est-ce qu'on peut justifier que cette mission, on va pas y arriver. Et donc, moi, c'était quand même assez, on va dire, c'était pas du tout mon mode de pensée. Et donc, c'est pour ça que, donc, quand j'ai fait mon MBA, j'étais confronté à ce genre de choses, dans un monde, on va dire, théorique. Et quand McKinsey est venu, on a discuté, etc., je me suis dit, bon, écoutez, moi, la stratégie, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la mise en œuvre. Ils m'ont dit, attends, parce que là, ça, c'est intéressant. On vient de lancer cette nouvelle entité à l'intérieur de McKinsey qui est transformation, qui est mise en œuvre. Et là, la vraie recette, c'est de délivrer du vrai résultat. Je dis, mais c'est génial, où c'est que je signe? Attends, il faudra des interviews d'abord. Bon. Une fois qu'on a fait 9 ou 10 interviews, on va peut-être... Bon. Et donc ça, c'est très intéressant. Et dans ce processus-là, quand je suis rentré, c'était un petit peu une feuille blanche, on va dire, et on a écrit la recette au début de qu'est-ce que c'est de faire une transformation. Alors, il y avait du turnaround, qui est la boîte est en déficit et elle va être bankrupt. Qu'est-ce qu'on fait? Très bien, il y a tous les leviers. Mais en période de croissance, la boîte ne va pas fermer. Qu'est-ce qu'on va faire pour croître? Et là, pareil, c'est ce focus total sur comment on délivre la mission. Et la mission, c'est un chiffre financier, c'est un résultat. Et on se focalise dessus. Ça ne change jamais, quoi qu'il arrive. Et on travaille pour délivrer ça. Et ça, personnellement, c'était un truc exceptionnel que j'ai vraiment apprécié, que les gens apprécient. Alors au début, évidemment, c'est un modèle différent. Les gens disent, oui, mais attendez, mais qui est venu avec ce chiffre? Qui a pensé? Ne réfléchis même pas à ça. Ne perds pas une seule seconde à réfléchir à ça. Réfléchis à comment on va faire pour délivrer ça tout le temps. Avec les équipes, jamais en individuel, toujours en équipe, et on y arrive. Et à la fin, on y arrive. On y arrive parce que c'est single-minded focus. Ok. L'application, justement, des missions, parce que là, tu parles du rôle du consultant, de l'objectif de résultat, mais également comment ça se dirige aussi également sur KiwiRail, qu'on va évoquer par la suite. Mais comment est-ce que tu fais également pour engager les collaborateurs de l'entreprise? Parce que toi, tu es vu comme un consultant externe et tu as une équipe qui est assez petite, généralement 5-10 personnes en fonction des missions, mais il y a tout un collectif à engager, le collectif du client, les salariés en interne. Comment est-ce que tu fais pour comprendre la culture de l'entreprise et après arriver à t'intégrer dedans pour embarquer les gens dans les missions? Un concept très intéressant où effectivement, comme tu dis, tu es le consultant. Alors, la différence sur les missions de transformation, c'est qu'on était, et au niveau même contractuel, on est partenaire. Et donc, on signe avec le client en disant, voilà ce qu'on va délivrer ensemble. Donc moi, je vais mettre, au niveau McKinsey, moi, les dirigeants, on va mettre les ressources nécessaires pour délivrer. Et c'est différent de, moi, je paye une prestation et je veux voir tant de personnes, vous allez travailler sur tel sujet, etc. C'était pas ce modèle-là. C'était le modèle, on va délivrer ça ensemble. Et donc là, tu deviens, et je pense que c'est la clé du succès, et John Garcia, qui était le directeur global McKinsey Transformation, je pense que c'était vraiment une vision exceptionnelle de se dire, on peut pas être payé pour être une béquille. On doit être l'entraîneur, on doit être le coach de l'équipe. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, on gagne ensemble. Et je pense que c'est vraiment une différence. Et donc, quand tu parles de... Tu es plus vu comme un consultant, puisque c'est un truc qu'on fait ensemble et ça dure 2 ans, peut-être des fois 3 ans.
Donc, c'est pas 6 semaines, c'est pas 10 semaines. Mais au début, bien évidemment, tout le monde se dit, mais McKinsey, on a déjà vu le nom sur la porte, on sait très bien qu'ils vont être là 6 semaines, ils vont nous mettre des plans que personne ne comprend, et ensuite, ils vont partir. Bon. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont laisser l'addition, s'il vous plaît. Ah oui, c'est beaucoup. Donc, là, on change de dynamique où on dit, bah, nous, on va prendre un pourcentage du résultat. Ne nous payez pas, on va prendre. Très intéressant. Et donc, ça te met cette espèce de mindset. Et donc, tu es le coach de l'équipe ou tu imagines une équipe de football, de rugby, t'es pas sur le terrain, mais t'es sur le terrain aussi. Et donc, tu décides pas non plus qui joue pas, mais tu vas faire en sorte que l'équipe et du collectif comprennent qui est bon dans quoi, quelles sont les motivations, etc., pour délivrer l'objectif qui est de gagner ce match, ce championnat, etc. Donc, très différent de moi, je vous ai fait la stratégie sur un papier, voilà les joueurs, voilà ce qu'ils doivent faire. On se revoit dans 6 mois. Non. C'est là, on va y être tous les jours, on va s'entraîner, on va taper des balles, on va faire ci, on va se passer la balle, on va limer les égos, on est tous ensemble et on ne peut y arriver que si on va à la vitesse du plus lent et qu'on accélère, qui est un concept militaire de base. Dès que tu rentres dans n'importe quelle arme, c'est le premier truc qu'on fait. Premier footing, les gens qui sont très bons vont devant, on leur dit c'est bon, t'as gagné, t'es formidable. Ah ouais, je suis le premier. Bah non, c'est pas bon. Tu retournes, on est à la vitesse du plus lent. Donc l'objectif, c'est que le plus lent, de plus en plus, soit supporté, se sente pas marginalisé, parce qu'on peut pas faire sans le plus lent, mais qu'on accélère le plus lent. Et au bout d'un moment, après 1 mois, 2 mois, le plus lent, il est très rapide. Et là, en équipe, on arrive à gagner très rapidement. Et ça, c'est un concept dans le monde civil qui commence à émerger, mais qui est pas prévalent, on va dire. Ok. Chez Fonterra, maintenant, tu as été directeur de la stratégie et des capacités stratégiques, exactement. Et tu as mené un programme mondial sur l'engagement des collaborateurs de Fonterra. Est-ce que tu peux me parler justement de l'approche que tu as eue pour motiver les équipes qui étaient dispersées à travers le monde et justement les outils que tu as mis en place pour créer finalement des méthodologies, mais outre les méthodologies, savoir t'adapter aux hommes, parce que engager un salarié peut-être au siège en Nouvelle-Zélande ou dans un pays majeur comme l'Australie n'est pas la même chose que d'engager des salariés qui sont dans des pays qui pèsent moins, on va dire, en termes de chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu as pensé ça, justement, cette stratégie sur l'engagement ? Alors, ton point est tout à fait valide, effectivement. La marque Fonterra en Nouvelle-Zélande, tout le monde connaît. C'est la plus grande compagnie par un facteur de 10 à peu près. Donc, en général, tu arrives à attirer les meilleurs talents du pays. En Australie, c'est une marque qui est connue, mais qui n'est pas la number one, on est d'accord. Et dans beaucoup de pays asiatiques, par exemple, il y a un pays comme le Sri Lanka, par exemple, où Fonterra, personne ne connaît, mais Anchor, qui est la marque du lait, tout le monde connaît. Elle est partout. Tu vois, et les gens disent « Oh, Anchor, do you work for Anchor ?» Donc là, pareil, tu as le talent qui vient parce qu'ils connaissent ça, ils ne savent pas très bien que ça vient de Nouvelle-Zélande, mais ils connaissent. Et dans d'autres pays, Singapour, Malaisie, etc., t'as P&G qui est là, t'en as beaucoup d'autres, donc t'as Nestlé, etc. Donc c'est pas forcément, Fonterra, c'est pas le number one où tout le monde va aller travailler. Bon. Et donc, tu as des stratégies différentes, bien évidemment, qui sont basées sur le réseau que tu as là, des gens qui ont travaillé sur place qui amènent leur talent, parce qu'on voit beaucoup dans le monde civil. Un leader part quelque part ailleurs et rapidement, il amène les gens avec qui il a travaillé, avec qui il s'entend bien, etc. Et donc, ça avance. Donc, ça, c'est la stratégie. Au niveau engagement, un truc qui était intéressant, moi, j'avais fait la transformation pendant 1 an et demi, au niveau business de Fonterra. C'était ma dernière mission chez McKinsey. Et à ce moment-là, ils m'ont dit on a tout j'avais commencé à travailler sur la culture, etc. Ils m'ont dit tiens, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre pour justement regarder au niveau de nos capacités, au niveau de nos compétences, au niveau de notre façon de travailler. Et c'était bien avant le Covid, bien avant que ce soit une problématique réelle. Je me suis dit oui, ça m'a l'air vraiment intéressant. On va commencer à y réfléchir. Et quand on a commencé à réfléchir, mettre des gens dessus, des équipes, etc., on a reçu des coups de fil, Londres, Paris, etc. Des gens qui me disaient mais attendez, mais vous le faites vraiment ça ? Ah oui, on a commencé. Ah parce que nous on en parle, mais donc énormément d'engouement là-dessus.
Et je pense que l'engagement qui était un des piliers était intéressant parce que donc tout le monde fait des enquêtes ou des surveys tous les ans. On dit bon, les employés, alors vous n'êtes pas engagés, dites-nous qu'est-ce qui va pas. Donc les gens disent ce qu'ils vont pas, et puis alors on prend vraiment le temps à faire un joli PowerPoint dessus en disant voilà, on vous a écouté, d'accord. Et qu'est-ce qui va changer? Ah bah ça on sait pas. Bon. Et en fait tu te rends compte là que les gens ne sont pas forcément engagés au travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis dans des boîtes dès le début. Donc tu rentres, tu as plein d'idées, tu vois. Tu rejoins une boîte comme Fonterra ou d'autres, tu dis tiens, c'est génial, je suis aligné avec la stratégie, les dirigeants disent quelque chose qui m'attire, je veux rejoindre et j'ai plein de choses à apporter. On dit ouais, c'est pour ça qu'on t'engage. Génial. Et on te donne un titre et c'est terminé. Tu es dans le titre, tu es dans la boîte. On dit tu es directeur financier de ça ou tu es contrôleur de machin, gestion. Ben voilà, c'est tout ce que tu fais. Ah mais j'ai plein d'idées. Oui, bah on en a tous des idées, hein, mais toi tu vas faire de la gestion. Ah, voilà. Et là, tu limites ça. Et donc les gens se disent, c'est pas que j'aime pas la boîte, c'est que je suis limité. Et donc j'ai beaucoup plus de talent, de compétences, d'intérêt, d'expérience que j'aimerais bien apporter, mais je sais pas ce qui se passe dans cette entreprise. On me dit pas ce qui se passe, on vient pas me chercher, etc. Et pareil, l'entreprise se dit, mais moi j'ai besoin de plein de gens qui ont ces talents, etc. Je crois qu'on les a pas. À chaque fois que je demande, tout le monde est occupé, on les a pas. Et donc, c'est pour ça qu'on amène des consultants, etc. Et donc, il y a ce côté, comment est-ce qu'on fait pour libérer ça dans l'entreprise qui crée de l'engagement tout de suite? Parce que les gens se disent, mais attendez, si tu as besoin d'aide ici, moi, je peux t'aider. Parce que je sais faire ça aussi. Tu vois. Et là, tu tapes dans quelque chose qui est, le choix. L'employé fait le choix de venir aider, de faire du plus, etc. Tu lui demandes même pas. Il dit, tiens, si quelqu'un sait faire ça, on est intéressé, les gens viennent. Pas beaucoup, mais les gens viennent. Et les gens qui ont la compétence. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça crée vraiment, on avait commencé ça à Fonterra en se disant, tiens, est-ce que ça peut marcher? Et tout de suite, les gens, l'engagement est monté très rapidement parce que les gens se disent, mais oui, moi, je veux faire autre chose. Enfin, j'ai l'impression qu'on m'écoute. Et je suis pas obligé de faire. Ça, c'est vraiment important. Et ça va, je pense, à l'encontre de beaucoup peut-être de cours de leadership. Ne donne pas... Non. Il faut laisser les gens déterminer là où ils peuvent appliquer de la valeur. Sur le 20%. Pas sur le 80%, chacun a un rôle, on va pas changer ça. Mais sur le, tiens, c'était un peu de temps, tu peux décider d'aller aider d'autres personnes. T'es pas obligé. Et quand tu laisses le libre arbitre aux gens, c'est là où tu crées de la magie. Quand tu forces les gens, et j'ai vu des logiciels qui forcent, on dit tiens, t'as 2 minutes là, ben tu sais faire ça, vas-y, va là-bas. Absolument atroce. Et les gens disent ah, mais les gens veulent pas travailler. Non, c'est pas ça. Les gens veulent travailler, mais ils aiment bien avoir un petit peu de agency, de pouvoir faire des trucs eux-mêmes. Donc finalement, oui, c'est pas redessiner tous les postes non. À l'échelle de la boîte qui serait un travail titanesque. Et qui marcherait pas. Ouais, tu recrées tout ça, et je l'ai fait plusieurs fois, tu recrées tout ça, tu essaies de comprendre ce que les gens font, tu as des logiciels qui analysent exactement toutes les compétences, etc. Machin, et je leur dis, ouais, continue avec les AI, tu peux faire encore plus avec les logiciels. Mais tu manques le côté, mais attendez, mais la personne, elle a pas envie de faire ça. La personne, elle sait faire autre chose que tu sais pas. C'est dynamique, ça change tout le temps, tu vois. Et on voit, on a besoin de quelqu'un qui a fait ça pendant 15 ans. Ok, fine. Blockchain, c'est tout nouveau. Et personne n'a fait ça pendant 15 ans. Mais alors, c'est qui les gens dans l'entreprise qui savent faire ça? Ben, on sait pas. Si on demande, on va savoir. Et donc, c'est vraiment ce côté-là. Dessiner le truc, ça, c'est de la théorie. Mettre en pratique, c'est assez simple et ça demande pas beaucoup de théorie. Et c'est là où je pense, au niveau concept intellectuel, beaucoup de managers se heurtent à ça en disant mais c'est pas possible, c'est pas clair, ça va pas marcher. Je dis mais si, c'est ça en fait, c'est l'ambiguïté. Et cette ambiguïté, c'est ça, et on peut en parler après sur le nouveau leadership. Ouais. L'ambiguïté, elle est absolument énorme en ce moment. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? J'en sais rien. S'il pleut, est-ce que ça va être une inondation? Je sais pas. Je pense pas. J'en ai jamais vu pendant 10 ans. Oui, mais là, il y a des trucs qui arrivent en ce moment. Et on a eu ça au niveau climatique, au niveau du business, etc. Covid, c'est quoi? C'est petit, c'est grand, ça va tuer, ça va pas tuer, qu'est-ce que c'est? Au tout début, hein. Ah bah oui, là maintenant, il faut qu'on reste chez soi. Ah bon, donc c'est si grave que ça? Ben on pense. Non, on n'est pas sûr. Voilà. Et ça demande, pour gérer des populations, un modèle qui est différent, de dire, mais le leader, il sait tout, non? Alors, si vous savez pas tout, faut mettre quelqu'un qui sait. Mais personne sait. Et ça, c'est très intéressant. Parce que justement, ça demande une façon de commander, d'engager, de mener qui est différente. Ok. Ouais, donc vraiment intégrer la notion de choix et de libre arbitre. Et ça choque. Hein.
moi je parle à beaucoup de mes clients maintenant avec Futureworks Studio, etc. Il est libre arbitre. Alors déjà, on n'a que des clients finalement qui viennent vers nous en disant on veut faire ça nous. Génial. bah venez. Et les gens me demandent, si c'est autre ça, ils me disent mais pourquoi tu fais pas plus de démarches, tu vas pas voir les gens en essayant de les convaincre que c'est la bonne réponse. Je dis parce que c'est le mauvais modèle. Moi je vais pas passer mon temps à essayer de convaincre les gens qu'ils ont tort et que j'ai raison. C'est pas vrai. S'ils veulent essayer quelque chose comme ça, c'est que déjà ils ont les bonnes, la bonne démarche. Et donc ça va marcher. C'est un terreau fertile. C'est beaucoup plus compliqué quand tu essaies de convaincre les gens, etc. Et je pense que c'est un des plus gros problèmes de beaucoup de startups. On va convaincre qu'on a le meilleur produit. Non. Résous un problème d'abord. Résous un problème que les gens veulent vraiment résoudre. Et ensuite, si tu arrives à le résoudre, et puis que d'autres gens se disent tiens, c'est intéressant, je veux aussi le résoudre, il y a peut-être un business. Ok. Ça nous conduit directement sur Future of Work Studio et Hive, parce que finalement, c'est ce terreau fertile qui t'a conduit ensuite à créer Hive et Future of Work Studio. Tu l'as créé quand tu étais chez Fontera. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ces entreprises et ce que vous faites aujourd'hui avec Hive et Future of Work Studio? En fait, on l'a pas créé quand on était à Fontera, mais ça nous a donné, si tu veux, la confirmation qu'il y avait quelque chose. Et donc là, j'étais avec Johan Fer, donc qui était la DRH de Fontera à l'époque, qui ensuite a fondé Future Studio avec moi. Et on s'est aperçu justement qu'il y avait vraiment une demande énorme des employés d'avoir un petit peu cette liberté, on va dire, allez, 5-10%, tu vois. On parle pas de plus, 5-10% de dire, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans cette boîte. Et pas, j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec une intranet qui va me donner des articles pondus par la com. C'est pas ça que je veux savoir. C'est, il y a des problèmes à résoudre, qu'est-ce qu'on fait, il y a des succès qu'on veut célébrer, mais de façon assez simple, etc. Et donc ça, on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant. Et quand je discutais avec beaucoup d'entreprises ailleurs, parce que les gens me disaient, mais attendez, tu peux venir nous parler du Future Work, etc. Donc je venais en tant que Fontera. Les gens me disaient, mais c'est génial, on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on fait ça, etc. Et je me suis dit, bon, là, il y a énormément il y a une demande. Je pense qu'à l'intérieur, Fontera, à la base, c'est une entreprise qui va produire du lait. C'est pas une entreprise qui va changer le monde. Oui. Donc, moi non plus d'ailleurs. Mais l'idée, c'était de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire? Et donc, on s'était dit, tiens, est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur pour démarcher plus d'entreprises et travailler ensemble? Il y a quand même ce côté, c'est quand même pas le corps de la boîte, quoi. Et donc, on s'est dit, bon, très bien, on va lancer un truc en dehors de ça. Et puis, on va y réfléchir avec d'autres personnes. Alors, on n'avait pas l'idée, on n'avait pas le produit, on n'avait rien. Mais on s'était dit, la problématique, c'est les gens veulent travailler différemment, les entreprises doivent délivrer beaucoup plus vite, avec énormément de uncertainty. Donc, tout n'est pas clair. Voilà, on est dans la zone grise. Et ça, on n'aime pas, surtout quand on est ingénieur, etc. On aime bien les trucs qui sont blancs, noirs. S'il y a un pivot, ça tourne comme ça peut pas être autre chose. Hein. Bon, là, maintenant, si. Et là, c'est assez compliqué. C'est un peu de 2D à 3D. Il y a une nouvelle dimension là, j'ai pas compris. Oui, imagine 4. Ah non, on n'y arrive pas. Oui, je sais. Et donc ça, c'est vraiment ça, le Future Work. Pour moi, c'est la 4e dimension. C'est vraiment le truc où on se dit, on va essayer, on sait pas. Et donc, on a lancé ça. Et on a discuté avec beaucoup d'entreprises. Alors, le problème qu'on avait, c'est qu'on était évidemment les acheteurs aussi dans notre tête. Puisqu'on s'est dit, tiens, on va construire quelque chose que moi, j'aurais acheté. Tu vois. Et j'ai acheté des trucs quand j'étais à Fontera, mais je suis pas la référence du buyer, tu vois. Et donc c'était un petit peu un problème à la base de se dire combien il y a de gens qui veulent vraiment résoudre ce problème. Il y a beaucoup de gens qui parlent de résoudre ce problème. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont intéressés de ce problème. Et quand tu leur dis, voilà ce qu'il faudrait faire. Ah oui, mais là, il faut que je fasse. Oui, il faut faire, oui. Et donc, on a eu de la chance, encore une fois, rapidement. Alors, malheureusement, c'était la période du Covid aussi. Donc, confinement, etc. Et ça a accéléré énormément de pensées, de se dire, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens ne sont pas dans les bureaux. Les gens sont inflexibles. Comment est-ce qu'on fait pour les connecter? Et pas sur Teams, nécessairement, et Teams est arrivé à ce moment-là. Pas juste sur Teams dans une chatbot ou dans une chatroom. C'est pas ça, ou dans un channel. C'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour la connexion qu'on n'aurait pas fait parce qu'on est dans un bureau, on va prendre un café ensemble. Tiens, mais toi, tu t'appelles comment? Ah, tu bosses où, etc. Tu bosses sur quoi en ce moment? Ah, mais c'est intéressant, j'ai fait ça l'année dernière, moi. Ah bon? Bah oui. Discutons. Créer ça, c'est très important. Et donc, on s'est lancé là-dedans.
On a créé Hive après 1 an de recherche, de travail, etc. Et en fait, Hive, c'était pas notre projet numéro 1. C'était le projet numéro 2. Et quand on a présenté, je me rappelle très bien, présenté à des premiers clients qui m'ont dit, mais sur ce qui est en page annexe, là, on peut regarder ça? Ah oui, ça c'est pour après. Et ben, ça nous intéresse en premier. Ah bon? Bah ça on peut le faire, dans 3 mois c'est prêt. Eh ben ok, on l'achète maintenant. D'accord. Et donc là c'est vraiment, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment alors, c'est la première validation. De dire, tiens, le client a acheté avant que ça soit fait. Ok, il y a un intérêt, ils sont intéressés. Donc on va construire. Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, 5, 6, 10, on avait 10 entreprises très rapidement qui ont dit, nous c'est un intérêt, des grosses entreprises. Qui, oh, génial, ça va être extraordinaire. Oui et non. Parce que c'est compliqué, parce que ça demande du temps, etc. Et parce qu'on travaille dans des entreprises qui, fondamentalement, n'ont pas été créées comme ça. C'est pas le modèle de quand tu as 10%, tu fais autre chose. C'est, on sait très bien ce qu'on va faire. Ça fait 10 ans qu'on fait la même chose et on fait de continuous improvement. Tu vois, on va améliorer de façon progressive les choses 5% par an. Mais ça marche plus aujourd'hui. Ça marche plus parce que la compétition, c'est pas les gens que tu connais. C'est les gens que tu connais pas qui arrivent avec un produit différent parce que maintenant le coût de faire quelque chose est réduit et ils te disruptent sur un truc que tu n'avais même pas compris. En Europe, bien plus qu'ailleurs, aux États-Unis, et ici, ça commence aussi. Et donc ça demande de se dire comment est-ce que je peux être beaucoup plus fluide dans mon entreprise pour délivrer. Comment est-ce que je peux remettre un petit peu ce côté bon sens, ce côté je prends des risques sans tout casser. Ça, c'est très, très important et c'est ce que certains appellent le X-Factor. Tu vois, se dire, je continue à travailler comme je travaille, mais j'ai cette habilité à aller plus vite et à délivrer de l'innovation. Pas à avoir un incubateur, pas à avoir des plans sur... Non, à avoir des gens qui travaillent tous les jours dans mon entreprise, qui vont se dire, tiens, j'ai pensé à un truc, j'ai discuté avec 3 personnes, il faudrait qu'on essaye ça à une toute petite échelle. Ouais, ça marche, on met plus. Ah, ok, intéressant. Ça, c'est très, très... ça a énormément de valeur. Et ça crée de l'engagement, ça crée de la rétention, ça attire du talent, etc. etc. Et comment est-ce que vous construisez Hive? Parce qu'aujourd'hui, c'est une espèce de plateforme. En quoi ça se différencie d'un Slack, d'un Teams? Parce que c'est un logiciel qui connecte. C'est une plateforme, comme tu le dis. La vraie différence, c'est la façon dont on l'a construit, les workflows qu'on a mis en place. Et si tu veux, les algorithmes qui sont basés non pas sur l'activité. Tiens, j'ai changé ma photo, j'ai posté un truc, et puis là, on bombarde tout le monde. J'ai une question sur un truc en project management là-dessus. Et ça va notifier que les gens qui ont soit un intérêt pour ça, soit qui ont peut-être une réponse. Et c'est là la complexité du truc, et c'est là où, en fait, c'était on va dire, le problème numéro 1, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour identifier ces gens-là en dynamique. Parce que ça change tout le temps. Tu vois, sans leur demander, et ça c'était la contrainte numéro 1, de remplir un formulaire infini de questions. Tu vois, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait quand ils rentrent, on leur demande de choisir des catégories, un peu la Netflix, tu vois, et tu apprends quand les gens utilisent. Comme Netflix dit, tiens, je pense que ça pourrait t'intéresser. Ah, c'est pas mal ça. Alors au début c'est pas terrible, et puis après ça devient très très intéressant. Ben, c'est un peu ce modèle-là, en sachant que nous on n'a pas des millions de gens qui regardent des millions de films toute la journée. Donc, c'était vraiment le problème au niveau ingénierie. C'était très intéressant de se dire comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on fait avec pas beaucoup de données pour être relevant. Et notre métrique numéro 1, c'était combien de gens éteignent ou désactivent leurs notifications. Parce que si les gens désactivent leurs notifications, bah, c'est que tu en envoies trop. C'est qu'ils n'ont pas envie. Et nous, c'est 3%. Donc, on s'est dit, OK, si on est en dessous de 5%, on est pas mal. On est pas mal. Les gens m'ont dit, non mais t'es fou, 5%. La norme, c'est 90% éteignent. Je dis, bah oui, c'est parce qu'ils sont notifiés en permanence de tout. C'est pas bon, ça. Mais pareil, Slack, ils sont pas là pour résoudre ce problème. Ils sont pas là pour mettre en connexion des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui pourraient apprendre l'un l'autre et qui pourraient délivrer des trucs. Qui pourraient. Pas qui vont, c'est sûr à 100% que... Non. Et c'est là la complexité, en fait. Parce que tu as beaucoup de choses qui sont faites sur... recrutement, donnez-moi la meilleure personne. Et il y a un petit peu ce côté, si tu veux, des entreprises ou des recruteurs qui viennent en disant, nous, on a un truc qui vous donne la personne exacte. Et les gens y croient. Ou je sais pas s'ils y croient, mais... et en fait, c'est pas vrai. La personne exacte, elle n'existe pas. C'est une personne, et le premier critère, c'est est-ce qu'elle a envie de faire ça, cette personne.
Si elle a envie, le reste, ça suit en général. Donc ça, c'est assez intéressant, surtout dans une entreprise. Alors, on a travaillé aussi sur des entreprises qui ne se connaissent pas, mais qui ont le même shareholder, par exemple. Très intéressant, ça marche encore mieux. Les gens ont envie d'échanger, les gens ont envie de collaborer parce qu'ils posent une question, les gens qui veulent leur répondre viennent. Et on a vraiment ce côté un petit peu anti, ou qui est l'inverse des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tu trouves un petit peu certains trucs qui sont bien, mais le pire de la société à l'intérieur. Bah, nous, on a le mieux de l'entreprise. Les gens veulent vraiment s'aider. C'est très intéressant. Oui, tu parles des réseaux sociaux. On te nourrit aussi avec tes centres d'intérêt et finalement le contenu de gens qui sont comme toi. Là, ton objectif, toi, c'est de briser ces silos qu'on Exactement. retrouve en entreprise pour justement créer des synergies plus larges qui amènent ce lien. Et encore une fois, la notion de choix, c'est-à-dire on envoie la notification juste aux personnes qui sont intéressés, concernés, experts dans ce domaine-là et qui ont le choix de pouvoir répondre ou non à la question que se pose un autre collaborateur d'une autre BU, par exemple, de l'entreprise. Et aussi, on a ce côté, tiens, qui sait faire, pas parce qu'ils m'ont dit qu'ils savaient faire nécessairement. Donc ça, c'est le premier truc. Tiens, je sais faire ça. Ok. Donc on va t'envoyer une notification. Et ensuite, on regarde. Tiens, la personne n'ouvre jamais l'email ou ouvre l'email, lit, mais clique pas. Donc, cette personne, elle sait faire, potentiellement, ce qu'elle m'a dit, hein, mais elle clique jamais. Ok. On va lui en envoyer moins. Tu vois, on continue, mais on voit. On voit si elle continue à ouvrir. Donc, il y a vraiment ce côté intéressant. Et ensuite, il y a la personne vient, se connecte, mais ne répond pas. Il dit, ok, elle a peut-être pas la réponse, mais elle est intéressée. Elle fait la démarche. Et il y a ce côté, je réponds, et ça marche, etc. Et là, on classifie. Et donc, c'est vraiment sur du réel en dynamique, plus que sur un badge. Oui, j'ai été certifié 5 fois que je sais faire. Ça, on sait qui sont ces gens-là. Tu vois, là où on ne sait pas, c'est les gens qui justement se disent, tiens, moi, ça m'intéresse. J'ai un intérêt là-dedans. Je suis peut-être pas le meilleur, mais j'ai un intérêt. Et quand on est au niveau je demande de l'aide, quand on a quelqu'un qui vient et dit, moi, j'ai envie de t'aider, je sais pas si je suis la meilleure personne, en général, tu dis, tiens, ça va être une bonne conversation. Tu vois, tu peux dire, oui, moi, je suis l'expert, mais j'ai pas trop de temps. Différent. Avec Hive, vous avez des modèles de machine learning, d'IA. Comment tu penses que ces modèles, ces nouvelles technologies vont impacter justement l'environnement, engagement des collaborateurs, enfin l'environnement des collaborateurs et à savoir l'engagement. Quel impact ces nouvelles technologies vont avoir et comment elles vont transformer finalement les façons de travailler et pour arriver sur les façons de travailler de demain? Je pense que, alors Hive, par exemple, il y a un petit peu d'intelligence artificielle et beaucoup d'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'un des trucs qui marche très bien, et on le voit tout le temps, c'est la machine va prédire quelque chose en disant, tiens, on pense que ces gens-là savent. Ok, fine. Et ensuite, on regarde et il y a un poids beaucoup plus élevé sur, ah mais attends, mais moi je sais qui. Et on partage. Et donc, il y a cette habilité très simple de dire, je sais qui a la réponse de ce truc-là, ou je pense que je sais. Et là, tu réponds. Là, il y a un filtre qui est bien supérieur à toutes les IA en disant, Paul a cette réponse là-dessus. Ah bon? Ça, on l'a pas dans la base de données. Ah oui, mais c'est un peu plus grand que ça. Et donc ça, on l'utilise et c'est ce qui nous démarque en fait du reste, où les gens ont envie de regarder cette question et de se dire, moi, j'ai pas la réponse, mais je sais qui a la réponse. Pour créer un truc comme ça, il y a un environnement, les gens ont envie de faire ça, qui est supérieur. Et donc, je pense que quand on regarde l'intelligence artificielle au niveau des entreprises, on peut pas la regarder sans justement ouvrir cette boîte de l'employé et de se dire, tiens, comment est-ce que tu peux contribuer de façon différente, toi? Parce que oui, on va avoir l'intelligence artificielle, mais je pense pas que l'intelligence artificielle qui remplace complètement les humains ou l'humain dans la boîte va faire que cette boîte va délivrer plus de résultats. La boîte qui va gagner, c'est la boîte qui va dire, je vais garder les gens qui veulent rester, je vais utiliser énormément d'intelligence artificielle pour augmenter ma rapidité, etc., simplifier les choses et laisser l'humain continuer à créer, continuer à prendre des risques, etc., sur des trucs qui ne sont pas dans une base de données. Il y a des trucs où on se dit, tiens, ça c'est intéressant. Et plus l'intelligence artificielle évolue, plus il y va avoir vraiment une symbiose intéressante. On va se dire, tiens, j'avais pas pensé à ça. Et j'avais fait un projet sur l'America's Cup et Team New Zealand ici, et ils avaient lancé l'intelligence artificielle au tout début, et ils s'étaient dit, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à piloter un bateau? Évidemment, les marins, tout ça, moi le premier, mais surtout les voileux, dit mais c'est impossible. Les courants, oui, c'est vrai. Ils l'ont essayé, ça n'a pas marché pendant à peu près 6-7 mois. Et après, ça a commencé à marcher. Et quand ça commence à marcher, c'est exponentiel, donc ça va très vite.
Ce qui était intéressant, c'est que le bateau pouvait se naviguer tout seul dans les simulations. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand tu fais des courses, les ingénieurs, les designers, etc., ils ont besoin de mettre les marins sur la simulation pour tester, mais ils sont pas tout le temps là, les marins. Si tu es dans l'intelligence artificielle, tu peux le faire en permanence. Et donc, tu peux tester plus rapidement et être meilleur que la concurrence. Mais aussi, ça, c'était vraiment intéressant, les marins se disaient, mais attends, mais c'est intéressant, là, la stratégie que l'IA utilise sur cette course, ça m'intéresse. J'aurais pas pensé à ça. Pourtant, c'est des gens hyper expérimentés. Donc, il y a ce côté très intéressant, mais c'était pas on va remplacer les marins par de l'IA. Non. C'est comment est-ce qu'on fait pour que l'humain ne soit pas le bottleneck, de se dire, tiens, on attend que les marins soient. Non, on peut le faire plus rapidement, on peut innover plus rapidement, mais aussi, l'IA va nous encourager à être meilleurs, à penser à des trucs différents. Et ça, c'est intéressant. Ok. Super. Ça, pour avoir plus de détails, moi j'en parle dans l'épisode 3 des Leaders sans frontières avec Philippe Presti, qui est un Français justement qui est passé par le monde de la voile et qui a été le coach de la Team US pendant plusieurs années à l'America's Cup et là qui actuellement est le coach de la Team Italie. Ah, ok. Donc on parle justement de son approche avec comment, quand il était au sein du défi Areva, il a mis en place des méthodes pour capter les données de ces bateaux et qui aujourd'hui conduisent à ces modèles. Donc ça rejoint exactement Super. ce sujet-là et de se dire que oui, l'intelligence artificielle n'est là que pour augmenter l'homme et permet de augmenter finalement les scénarios et qu'après, il y a aussi la réalité du terrain et faire que un barreur, il a aussi son expérience et les données vont l'aider tout simplement à prendre les meilleures décisions. Exactement, oui. Est-ce que tu peux me parler de ton nouveau défi ? Il y en a beaucoup des défis avec toi. Mais ton nouveau défi chez KiwiRail, donc la SNCF néo-zélandaise, là récemment, il y a quelques semaines, tu es passé Chief Transformation Officer chez KiwiRail. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la complexité de cet environnement et comment est-ce que tu fais pour naviguer dans ce nouvel environnement qui est plus l'environnement des startups ou l'environnement des corporates, mais c'est une institution où finalement le monde privé et public doivent s'imbriquer avec des contraintes qui sont pas toujours logiques. On rentre dans aussi le domaine politique. Donc, comment est-ce que tu fais pour louvoyer et naviguer dans l'espace qu'on te donne dans cet environnement du transport en Nouvelle-Zélande ? Oui, donc je pourrais pas donner trop de détails évidemment parce que il y a beaucoup de choses qui sont encore pas publiques, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement c'est un gros challenge. Et je pense que c'est un challenge qui est rencontré par la plupart des entreprises de nature similaire dans le monde entier. Le rail, bien évidemment, est plus le futur qu'autre chose au niveau émissions de CO2, etc. Et alors, la complexité, c'est évidemment de changer la façon dont on travaille à échelle pour délivrer du résultat, avec donc un modèle où les gens à l'intérieur donc les équipes sont en charge de leur futur. Donc, c'est pas une équipe centrale qui va leur dire quoi faire. C'est une équipe centrale qui fait en sorte que les choses soient faites. Et ça, c'est ce que je dis toutes les semaines quand je revois tous les plans, etc. C'est de dire, nous, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, on est là pour faire en sorte que ça soit fait. Et faire en sorte que ça soit fait, ça veut dire identifier très rapidement quelles sont les choses qui vont pas marcher pour pouvoir prendre des décisions très rapidement. Et ensuite, soit il y a de la valeur. Alors, nous, ce qu'on fait, il y a deux choses. Un, c'est on a dit qu'on allait faire ces actions pour délivrer tel résultat. Donc, elles ont de la valeur, ces actions. Très bien. Il faut qu'on fasse ces actions. Parce que sans faire ces actions, on n'aura pas de valeur, c'est sûr. Donc, on fait ces actions. Premier truc. Donc, on vérifie que ce soit fait. Mais, on les fait, les choses changent. Est-ce que ça a toujours de la valeur ? Deuxième question. Et si la réponse, c'est non, eh bien, on arrête. Alors, on arrête et on se dit, mais alors, on arrête, mais donc on n'aura pas la valeur. On aura la valeur, mais elle ne viendra pas de là. Donc, on retourne sur le whiteboard et on trouve autre chose. Et c'est cette gymnastique en fait permanente, toutes les semaines, qu'on fait avec toutes les équipes pour arriver à délivrer de la valeur. Et ça, c'est vraiment important. C'est un modèle qui est utilisé dans beaucoup d'autres entreprises et industries. Mais là-dedans, il y a un côté unique qui est le challenge de l'environnement dans lequel on est, de l'économie dans laquelle on est, etc., où il y a énormément de pression au niveau tous les jours. Mais c'est délivré par les gens qui sont au contact
des machines, les cheminots, etc. Donc moi je trouve ça absolument exceptionnel. C'est une industrie que je connaissais pas a priori. Je suis pas du tout un expert là-dedans. Par contre, ce que je sais faire, c'est les transformations. Et donc ça, c'est amener. C'est un peu la symbiose qu'on est en train de faire en ce moment. Donc beaucoup de challenges, mais une équipe extraordinaire, un board extraordinaire. C'est très intéressant. Comment est-ce que tu prends en compte le politique et tu arrives également à défendre ton point de vue et ce qui est ta valeur face à des fois des points de vue politiques qui sont peut-être à l'opposé d'une valeur très chiffrée, où là, tu es en face de responsables qui ont été élus et qui ont d'autres engagements. Comment est-ce que tu fais pour ramer et embarquer dans ton sens et ramener, on va dire, les responsables politiques dans ton chantier? Encore une fois, je pense que je retourne sur les bases, mais bon, la marine, les forces armées, l'institution, elle t'entraîne vraiment bien à ça, où tu es au service du politique. Peu importe ton niveau d'ancienneté, de grade, etc. Le politique aura le dernier mot. Et donc ça, c'est la même chose, je dirais, partout. Et c'est l'incontrôlable. C'est quelque chose que tu ne vas pas contrôler. Et c'est quelque chose qu'il faut internaliser très rapidement en disant, moi, mon job, c'est de faire en sorte que les décisions du politique, elles soient les plus simples possibles. Politique, ce qu'il veut faire, c'est que les gens dans le pays, etc., se disent ça a du sens, ça avance, on va te réélire. Et donc, de façon théorique, là je ne parle pas évidemment des gens en place, mais c'est exactement ça. C'est de se dire comment est-ce qu'on crée un environnement où la confiance augmente. Les gens se disent, ouais, ils ont dit qu'ils délivraient, ils délivrent et ça continue à avancer. On va continuer. Et donc là, les dilemmes sont plus réduits. Effectivement, il y a toujours des problèmes qui vont arriver, des trucs qu'on n'a pas prévus, etc. Et il y a de l'incontrôlable, des choses qu'on ne contrôle pas nous-mêmes et on ne devra pas passer beaucoup de temps à y réfléchir si on ne peut pas les contrôler. Et si elles sont en dehors de nos pouvoirs de décision. Mais ce qui est à l'intérieur de nos pouvoirs de décision, on le contrôle et on est en avant. Et on crée vraiment cette confiance de se dire, on a confiance en ces gens-là. Et les forces armées, c'est pareil. On ne sait pas si on va gagner la guerre, le conflit, etc. Mais en tout cas, quand on vous dit qu'un avion va décoller à cette heure-là, il décolle à cette heure-là. Et c'est ça vraiment le pouvoir, je dirais, des institutions publiques qui gagne. C'est on dit qu'on fait, on fait et on délivre. Simple, mais très dur. Simple, mais très dur. Voilà, c'est généralement les choses les plus simples qui sont les plus difficiles, les plus complexes. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant de ta carrière? Ça peut être n'importe où, on l'a dit, à l'armée, dans le conseil, dans l'entrepreneuriat. Une situation assez insolite que tu peux me partager aux auditeurs. La plus formatrice pour moi, c'est potentiellement une situation où j'étais encore dans la marine, où on m'a confié une mission pas forcément intéressante à la base. Et pour vraiment délivrer le résultat que je m'étais fixé, qui était, bon, ok, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais on va dire, je dois délivrer quelque chose, mais personne s'attend à ce qu'on délivre ça. Donc c'est sur papier, on dit oui, il faut délivrer ça. C'est pas stratégique, c'est pas quelque chose qui va changer le monde. Mais pour moi, c'était une des missions et comme tout ce que je fais, je regarde en me disant tiens, comment est-ce qu'on fait pour délivrer mieux ? Mais délivrer mieux, ça veut dire changer la façon dont le bateau va travailler, par exemple. Ça veut dire réfléchir différemment à ce problème. Mais sur un truc qui n'est pas forcément stratégique, je me dis mais pourquoi est-ce que tu perds une seule seconde à réfléchir là-dessus ? Je dis mais parce que ça m'intéresse, c'est un challenge. Alors réfléchissons à pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est que ce challenge ? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette demande et le délivrer ? Et ça a duré 6 mois, 8 mois. Et on a galvanisé le bateau, etc. Donc c'est devenu un truc très intéressant au bout d'un moment, puisque c'était pas mon challenge à moi, c'était le challenge de tout le monde. Ils disaient tiens, on a vraiment envie d'y arriver maintenant qu'on comprend un peu mieux, qu'on a réfléchi, etc. Et c'est vraiment ça en fait, se dire tu peux prendre tous les challenges qui t'arrivent dessus, le challenge le plus basique, etc. Et de se dire si tu mets la même passion dans chaque challenge,
c'est là où tu vas créer des choses intéressantes. C'est pas juste le truc de se dire tiens on va sauver le monde, bah tiens c'est toi qui vas le faire. Oh, génial. Là je vais m'y mettre hein, parce que jusque là je m'étais pas trop mis, mais là maintenant je vais m'y mettre. Non, la vraie richesse, elle est souvent sur des trucs où personne l'aurait pris. On dit tiens une opportunité, bon c'est pas trop là, personne la veut, toi t'es là, vas-y tu la prends. Génial. J'ai envie de faire ça, c'est super. Et tu vas créer quelque chose qui va motiver les équipes, qui va créer de la valeur effectivement, et surtout les gens vont et tu sais où ça marche quand les gens vont dire bah attends mais ça maintenant moi je veux le récupérer parce qu'en fait c'est très intéressant ça maintenant. Là tu te dis tiens je pense que j'ai fait un bon boulot. Mais c'est vraiment ce côté, encore une fois tu l'entends, c'est vraiment ce côté collectif, c'est-à-dire que tu ne peux jamais réussir à atteindre un objectif tout seul. Il y a personne qui atteint un objectif tout seul. Même si ça paraît, même si c'est un alpiniste par exemple, dit bah il est tout seul hein, là, elle a monté le truc toute seule. Bah non, il y a une équipe derrière, il y a une préparation, il y a énormément de choses qui font que c'est toujours une équipe. Et cette équipe, on en revient à ce qu'on discutait au début, il faut créer justement cet environnement pour que l'équipe pense que ce projet est aussi important qu'il l'est pour toi. Et quand les gens sont là, peu importe ce que tu fais, peu importe tu vois, le challenge, etc., les gens ont envie de résoudre ces choses-là ensemble. Okay. Parce que c'est ça qui fait que l'humain se lève le matin. Ouais, donc c'est le premier coup de rame, c'est aller convaincre personne après personne, et c'est comme ça que grossit finalement... Pas forcément convaincre, si tu veux. Je pense que convaincre, c'est plutôt expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Tu vois, prendre du temps, de se dire tiens, voilà la mission, voilà ce qu'on va faire, et les gens se disent oui, ok, bon. Mais donc poser des questions sur se dire mais pourquoi est-ce que nous on a toujours fait comme ça. Oui on a toujours fait comme ça, mais le résultat est jamais bon. Et bah oui mais ça parce que ça intéresse personne. Non, c'est parce que la façon dont on le fait ça marche pas. Ah oui possiblement oui mais faut ça, on n'a pas trop le temps d'y réfléchir. Ok, je vous demande pas d'y réfléchir, moi je vais commencer à y réfléchir avec d'autres personnes, et tu vois les gens qui sont intéressés, ils se disent attends mais c'est intéressant, on va essayer. Et donc là la façon normale de l'humain partout, c'est de se dire bon on va attendre qu'il foire, on va attendre qu'il se plante pour lui dire bah tu vois c'est pour ça qu'on le fait plus, c'est parce que tu t'es planté. Et donc ça il faut l'internaliser en disant oui je vais sûrement me planter, certainement. Et plus tu te dis ça, moins tu te plantes. Plus tu te dis que tu vas te planter, moins tu te plantes. Plus tu te dis faut pas que je me plante, plus tu te plantes. C'est assez marrant. Dans tout, c'est comme ça. Hein. Dans un virage, il tiens, faut que j'aille là-bas. Surtout pas que j'aille. Si tu regardes le ravin, il veut surtout pas que j'aille dans le ravin. Je vais regarder parce qu'il faut surtout pas que j'y aille. C'est là où tu vas. Donc, dans les challenges, c'est pareil. Tu te dis, tiens, voilà ce qu'il faut que je fasse. Je vais sûrement me tromper. Je vais sûrement pas y arriver, mais je vais jamais lâcher prise. Et c'est là où tu y arrives. Ok. Tu peux m'en dire un peu plus ou pas sur cette histoire, cet objectif qu'on t'avait donné? Parce que là, maintenant, je comprends toute la méthode, la façon dont tu y es arrivé, mais est-ce que tu peux... Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux l'utiliser dans n'importe quel scénario. Oui. Tu vois, et ce côté-là, je pense que ça parlera pas beaucoup aux gens qui sont pas dans l'institution. Donc, okay. mais ce que je veux dire, c'est que pour n'importe quel projet que tu as à faire, et c'est pour ça que je prends même un truc basique, c'est là où tu arrives. Je te prends un autre exemple. Par exemple, j'étais à l'école navale et je devais organiser, par exemple, l'intégration avec HEC, entrepreneurs, qui venaient sur l'école navale pour apprendre un petit peu comment est-ce qu'on fait pour commander dans l'armée, le leadership, etc. Un truc, on fait ça tous les ans. Il y a une feuille. Voilà, ils viennent avec un bus, ils font des activités, puis ils s'en vont. Cool. Je m'étais dit bon, c'est super intéressant. Alors, c'est qui ces gens d'HEC? Je vais appeler, tiens, alors tu peux m'envoyer la liste des gens, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Ça, c'est les activités qu'on va faire. Il y a toute ma promo, on est une centaine. Ça serait bien qu'on n'ait pas une forme de parrainage, mais qu'on ait des échanges, etc. Machin. Donc, je m'étais mis vraiment à réfléchir là-dessus en disant, tiens, je vais les connaître avant d'arriver. Et surtout, je m'étais dit, quelles sont les choses qu'ils vont avoir dans leur tête en se disant les militaires ils obéissent aux ordres, ils sont pas très intelligents, ou peut-être ils sont intelligents, on sait pas, ils sont pas forcément marrants, ils ont des idées différentes des nôtres, etc. Et ça c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Comment est-ce qu'on fait pour leur montrer à la minute numéro 2 quand ils arrivent que nous on n'est pas du tout comme ça et qu'on est en fait pareil. Comme ça on crée cette confiance dès le début et ensuite on avance. Et ça, si tu veux, alors évidemment, c'était simple. J'avais envoyé 3 questions, tu vois. Qui aime faire de la voile, qui aime faire ça. Donc, il y a tout pour les activités, les machins.
Et le premier truc, par exemple, c'était, alors évidemment, t'arrives sur, moi j'étais allé les accueillir avec d'autres personnes avant d'arriver sur l'école. Donc j'étais déjà dans le bus avant qu'ils arrivent, parce que tu arrives sur la presqu'île de Crozon, bon, c'est sympa, mais c'est un petit peu long. Et tu arrives, bonjour tout le monde. Et puis les mecs disent, mais qui c'est celui-là, on a rien à foutre. Mais vu que j'avais connaissé tout le monde, parce que j'avais leur photo et j'avais appris leur nom, j'avais dit, je pose une question, oui, Max, machin, t'as une question? Ah, mais il nous connaît. De suite, ça intéresse, tu vois. Les gens disent, ah bon, d'accord, c'est différent de ce qu'on pensait. Et on a fait ça plusieurs fois. En général, par exemple, un truc stupide, mais la première nuit, ils arrivent à 6h du soir. Moi, toute ma promo a dit, nous, à 6h, on s'en va, on les verra le lendemain. Truc. Je dis, c'est ça qu'on veut. Quand ils arrivent, ils vont arriver sur une école au Poulmic, qui est quand même pas super sexy. Ils viennent de Paris, les mecs. Au Poulmic, une nuit, tous ensemble, dans les baraques. C'est pas top, ça. C'est pas ça qu'on fait. Je veux que tout le monde soit là, qu'on les accueille, qu'on leur montre leur chambre et qu'on fasse quelque chose, une activité, un truc. Ah bah ouais, c'est pas bête. Et bah ça a créé ce lien minute numéro 1. Tu vois. Et bah ça s'est très bien passé, etc. Moi j'ai encore plein de contacts avec ces gens-là parce que alors évidemment, tu dis tiens mais ouais c'est anecdotal. Oui, c'est une anecdote. Ouais. Mais ça m'a permis, alors ça m'a donné d'autres opportunités après de faire autre chose. Mais si tu veux, c'est toutes les missions que tu prends, même un truc comme ça. Où tu dis on a déjà fait, voilà, ça m'a l'air, c'est pas stratégique, hein, non, c'est pas stratégique, mais c'est intéressant et du coup, ça crée une bonne ambiance, ça crée quelque chose et tu délivres du résultat. Pour un truc qui me disait, par exemple, le matin, le truc c'est 7h, je crois que c'était 7h30 où ça ferme. Mais ouais. Je leur dis, attendez, si vous arrivez à 7h30, ce sera fermé. Donc, si vous voulez pas manger le matin, c'est pas un souci. Mais ne venez pas après 7h30 parce que ça sera fermé, il y aura pas de changement, etc. Et tu leur expliques tout ça, les gens disent, ok, très bien, moi je déjeune pas ou je déjeune, machin, etc. Donc tu leur laisses le choix, mais tu leur donnes les limites très claires dès le début. Okay. Et ça, les gens, ils aiment bien parce qu'ils comprennent. Voilà, c'est un des exemples. Alors, c'était pas l'exemple que j'utilisais, mais c'est un autre. Ok, très clair. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le meilleur conseil, alors c'était quand j'étais chez McKinsey, c'était un senior partner qui me disait, qui m'a dit, écoute, tu as énormément d'intuition. J'ai dit d'accord, oui. Et il m'a dit, suis ton intuition, ton gut feel, tu vois. C'était il y a une dizaine d'années à peu près. Et je m'étais dit, c'est intéressant. Donc, l'intuition, c'est un truc c'est pas un truc que tu peux mettre sur un bout de papier. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui est établi avec un graphe, une équation, etc. C'est vraiment quelque chose que tu sens ou tu sens pas. Tu vois? Et il me dit, toi, tu as vraiment une bonne intuition pour sentir cela. Et sûrement que lui avait ça aussi. Il s'était peut-être retrouvé dans ce que je faisais. Mais il s'était dit, continue à écouter ta petite voix dans ta tête ou l'intuition que tu as parce que tu vas pas te tromper souvent. Je sais pas trop ce que ça veut dire, tu vois, mais j'ai continué à écouter et effectivement, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que si tu m'avais demandé de tracer il y a une vingtaine d'années exactement ce que je voulais faire comme carrière, je t'aurais pas dit qu'on allait se retrouver aujourd'hui, que j'allais te raconter tout ça, tu vois. Mais il y a des choses que on a tout ça, hein, mais on décide ou pas de l'écouter. C'est-à-dire, tiens, les choix que j'ai fait, par exemple, quand j'étais chez McKinsey, par exemple, quand j'ai décidé de rejoindre Fonterra, on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu as établi ce truc-là, j'avais créé un nouveau truc pour la transformation, etc. Maintenant, on l'a enfin mis dans la recette globale, etc. Tu vas pouvoir continuer à avancer. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Et parce qu'il y a un autre challenge qui est intéressant aussi, etc. Et c'était un peu l'intuition, tu vois. Alors, finalement, je lui ai dit, tu vois, l'intuition. Ah oui, non, mais attends, tu l'utilises contre moi. Bah oui, mais. Et donc, il y a un petit peu ça. Pareil, chez Fonterra, établi, etc. Ça marche bien. Et pourquoi tu vas te lancer dans un nouveau truc? Parce que ça m'intéresse. Le Kiwi qui arrive maintenant, attends, mais t'as pas le temps. Ouais, mais si, on trouve le temps. Tu vois, et c'est cette petite voix peut-être qui fait que je me lance un petit peu dans les trucs. Alors, pas à l'aveugle, tu vois, mais make it work. Ok. Quel est ton indispensable, ton livre de chevet que tu as plaisir à relire? J'ai pas forcément quelque chose de base sur lesquels je reviens, mais j'ai un petit carnet où je mets mes leçons, ce que j'ai appris des autres, je le note. Et c'est assez intéressant parce que, enfin, moi je suis pas du tout quelqu'un qui a des carnets, tout ça, mais j'en ai un. Tu vois, et je note des choses dedans qui m'intéressent, qui m'ont surpris, qui m'ont été utiles.
Et ça, c'est sur un côté. Et ensuite, j'ai retourné le cahier. Et sur l'autre, je mets tous les trucs que j'ai vus qui m'ont pas plu du tout, que j'aimerais pas du tout qu'on me fasse. Enfin, tu vois, l'inverse, en fait, si tu veux. Et je lis les deux, souvent, en me disant est-ce que je fais toujours ces choses-là ou est-ce que je fais surtout pas les autres choses, tu vois. Et c'était un des trucs aussi, leadership, tu vois. Moi, j'ai appris énormément des gens qui étaient très mauvais leaders. J'ai appris énormément de ces gens-là. Ça te marque tout de suite et on a tous des exemples en tête de managers qui étaient vraiment pas bons, quoi. Mais c'est pas forcément des mauvaises personnes. C'est des gens qui ont pas eu le temps, qui ont pas eu qu'on n'a pas formé, etc. Machin. Et je dis pas que je suis un bon manager, etc. Mais c'est des trucs que j'ai notés. Et je me dis tiens, ça j'aimerais jamais créer un environnement comme ça pour les gens qui sont dans mon équipe. Et ben je le relis souvent. Je me dis tiens, je suis toujours sur une ligne qui me ferait plaisir si tu vois, c'est un petit peu, je me mets dans les différentes chaussures. Ouais. En se disant tiens, si j'étais dans l'équipe là, ouais, ok, ça marche toujours bien. Faut toujours un petit peu se faire un petit fact check. Et si t'as pas ça, plus tu montes, plus c'est compliqué parce que les petites voix, elles vont pas te dire. Les gens vont pas te dire dis donc, c'est pas terrible ça. Et si tu t'entoures que de gens qui te disent que c'est super ce que tu fais, t'as l'impression de dominer le monde. Mais si tu fais jamais de petites synthèses sur toi-même, bah, tu as l'impression que tu vas bien. Alors, et souvent, on me donne du feedback en permanence, de me dire tiens, ça, machin, et je note. Tu vois. Je me dis tiens, le feedback, c'est un truc qui est super. Moi, chez McKinsey, c'est un truc de base que tout le monde sait faire, etc. Très, très clair. C'est 4 étapes. Premier truc, c'est I've observed. J'ai vu quelque chose. Pas on m'a dit, j'ai entendu, j'ai lu. Non. Je t'ai vu faire ça. Comme ça, la personne se dit ah oui, je me rappelle de ce fait. C'est pas j'ai pas l'impression que. Non, ça c'est pas ça. J'ai vu ça. L'impact que ça a sur moi, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ok, je savais pas. Super. Réfléchissons ensemble de comment est-ce qu'on peut avancer. Et ça, c'est vraiment très formateur de se dire ça parce que tu sais pas l'impact que tu as sur les autres. Toi, tu penses que bah, tu vois, j'étais dur avec toi, mais c'est pour ton bien. Toi, tu me dis ouais, mais moi, ça me donne envie tu vois, d'aller ailleurs. Et oui, non, mais c'est bien, mais reste. Bah, tu te dis, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire avancer cette personne? Pas forcément. Mais si c'est ce que toi, tu as vécu, tu te dis, bah, moi, ça m'a formé, ça va forcément le former à lui aussi. Et si ça le forme pas ou si ça la forme pas, bah, c'est qu'elle est pas bonne pour cette place. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce côté, les deux faces du livre. Je suis pas encore arrivé au milieu. J'ai pas dit la taille du livre, hein, mais. Est-ce que tu as un conseil pour une personne qui, justement, souhaite entreprendre? Oui. Un seul. Je pense que ça dépend dans quelle phase la personne est avant d'entreprendre. Mais je pense que la personne doit se dire est-ce que j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu entreprendre? Sans entreprendre nécessairement, mais est-ce que j'étais un intrapreneur, tu vois, dans ma carrière, etc. Est-ce que j'ai toujours voulu faire les trucs un peu différemment? Est-ce que j'ai toujours voulu résoudre un problème qui n'était pas forcément dans... Si la réponse est oui, alors à ce moment-là, c'est la première croix. Tu dis, tiens, je vais cocher cette case-là. Le deuxième truc, c'est de savoir que ça va vraiment être très dur. Et quand je dis très dur, c'est très dur psychologiquement, financièrement. C'est très dur sur beaucoup de gens autour de toi. C'est très dur parce que tu n'as jamais l'impression d'avancer. Et c'est très dur parce que avoir une entreprise qui, année après année, survit, c'est le truc le plus dur. Pourquoi? Parce que c'est simple, dans un sens. De dire, tiens, il y a un problème ici, je vais le résoudre, ça marche bien. Génial. Bah, j'ai vu dans les journaux qu'on peut lever de l'argent, qu'on peut avancer. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas du succès qui est sustainable. Une entreprise, c'est un truc qui doit se créer sur un modèle où il y a vraiment une demande, où il y a une demande qui est sur du long terme aussi, où toi, ta réponse, elle est meilleure que les autres, et tu crées un truc autour, une équipe, etc., qui fait que ça continue à grandir, et ça a toujours de la valeur. Et ça, c'est très compliqué parce que l'entrepreneur, la personne qui va se lancer là-dedans va se dire, bah, tiens, moi j'ai résolu ce problème, maintenant, c'est bon. Et quand tu discutes avec certains des gens qui ont vendu leur boîte, etc., ou des gens qui ont eu un succès extraordinaire sur papier, ils se disent mais c'est dingue parce que ce que j'ai lancé,
c'est pas du tout ce que c'est devenu. Ce que c'est devenu, ça marche, ça fait de l'argent, mais c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, il faut avoir le bon schéma mental de se dire pourquoi est-ce que je veux entreprendre. C'est quoi que j'essaie de résoudre quand je veux entreprendre. Est-ce que c'est j'en ai marre d'être dans mon job, j'ai envie de faire un truc qui me plaît moi, etc. Il y a d'autres choses. Hein. Entreprendre, c'est le truc le plus simple parce que tout le monde peut entreprendre, mais c'est aussi le truc le plus compliqué. Est-ce que c'est je veux résoudre un problème bien particulier? Ouais. Et est-ce que la seule façon de le faire, c'est d'entreprendre? Pas forcément. Et donc, c'est vraiment ce schéma-là de se dire pourquoi je veux entreprendre et est-ce que entreprendre, c'est la meilleure façon pour moi d'arriver à mon but. Et si la petite voix, comme je disais avant, c'est vraiment de se dire mais vas-y, essaye, t'as rien à perdre. Bah, c'est vrai, oui, j'ai rien à perdre. Et ben, tu le fais. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver, Vincent? Me suivre, moi je suis uniquement sur LinkedIn. En LinkedIn, ouais. Donc c'est là où je vais être. Et sinon, Hive, donc futureworkstudio.com ou bien hiveapp.ai, c'est notre plateforme. Mais sur LinkedIn, c'est là où je suis. Je poste pas forcément énormément. Mais je suis toujours dispo pour prendre un café, discuter, etc. Donc ça m'a fait énormément plaisir de te rencontrer. Je pense que ce que vous faites, c'est hyper utile. Il y a énormément de gens qui ont envie de connaître, d'aller à l'étranger, de créer des choses, etc. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources comme ce que vous faites qui fait ça. La façon de travailler, elle change. Et je pense que il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui discutent comme ça et qu'on se retrouve peut-être bien sûr, virtuellement avec d'autres, etc. Ouais, exactement. Pour voir l'évolution. Pour voir merci l'évolution, beaucoup pour ton temps. C'était pas de souci. Un réel plaisir de venir ici dans les locaux de Hive et d'échanger avec toi et de partager ton expérience aussi diverse à travers l'ensemble des secteurs où tu es passé. Ouais. Super. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.